Apprendre son histoire est un acte de résistance. J'ouvre une série sur l'histoire des pays africains. Je vais vous proposer celle du Congo. Pas la République démocratique du Congo, pas Congo-Brazzaville, mais le Congo, avec un K. Je rappelle que mes livres, Le cri de l'innocence, Solitude révolte, ont pour personnage principal Lukengo, qui est un captif du royaume Congo et qui va arriver en Guadeloupe. Et après, vous le saurez en lisant le livre ce qui va lui arriver. Mais faisons de l'histoire. Le royaume du Congo couvrait à son apogée des territoires de l'Angola, de la RDC et de la République du Congo actuelle. Mais, selon les traditions orales, parce que c'est comme cela que l'on peut, entre guillemets, avoir des connaissances historiques sur la question, Nimi à Nzima de Mbepa Kazi, excusez-moi si je prononce mal, et Nzakulo de Mbata ont fondé le royaume à la fin du XIVe siècle. Ils auraient décidé que les descendants de Nimi à Nzima en seraient les souverains, tandis que ceux de Nzakulo gouverneraient Mbata. Ainsi, quand le royaume est constitué, Lukeni Lua Nimi, nous sommes vers 1394-20, qui est le fils de Nimi à Nzima, devint le premier roi Congo. Il déclara Mbanza Congo, situé dans l'actuel Angola, capitale du royaume. Lorsque des marins portugais vont arriver au large du royaume du Congo, vous savez, cette date elle est historique, nous sommes en 1483. Ils sont en quête d'alliance politique et commerciale. Il n'y a pas encore le lancement de la traite atlantique. Le royaume est déjà un État puissant et centralisé, qui fait forte impression sur ses visiteurs. Les Portugais sont même étonnés. Ainsi, en 1491, l'ambassadeur milanais à Lisbonne compare la capitale Mbanza Congo à la prestigieuse ville d'Evora, qui est la résidence royale au Portugal. C'est pour vous dire combien le royaume Congo jouit d'un prestige sur la scène européenne et mondiale. En 1491, moins de 10 ans après les premiers contacts avec les Portugais, le roi Nzinga à Nkubu, nous sommes en 1483 jusqu'à 1509 pour le règne, se convertit au catholicisme. Il va prendre alors le nom du roi portugais João Ier, et les jeunes Congolais, éduqués en Europe, écrivent les lettres que le roi envoie au Portugal. Ce n'est pas une conversion parce qu'il a été convaincu de la réalité ou de la véracité de Jésus-Christ. C'est une conversion d'opportunité. Son fils, le roi Alonso Ier, contribue à développer et répandre la religion chrétienne au sein de son royaume. Il envoie des étudiants en Europe et étudie lui-même la religion chrétienne. Nous sommes cette fois, au-delà de l'opportunité, dans une dynamique qui vise, quelque part, à provoquer une nouvelle dynamique historique. Alors, cet intérêt pour la culture européenne peut laisser perplexe, mais un maintien d'autonomie d'Alfonso Ier est nécessaire car il tente également d'établir des relations directes avec le Vatican et de se passer ainsi des Portugais. C'est ainsi qu'en 1513, il envoie son fils Henrique au Vatican afin qu'il devienne évêque. Il fait quelque part de la politique. L'intention d'Alfonso Ier est de rendre l'Église du Congo indépendante et autonome à l'instar de celle du Portugal. Quelque part, il veut totalement s'émanciper. En 1518, Henrique devient donc évêque, avec le statut in partibus infidelium, ce qui veut dire dans les contrées infidèles, parce qu'il considère que l'Afrique, naturellement, dans la globalité du continent, est une contrée infidèle et païenne. Lorsqu'il retourne au royaume du Congo, ce statut lui permet de nommer lui-même des prêtres, naturellement congolais, pour répandre le christianisme au sein du royaume. Henrique meurt en 1531. En 1534, la papauté déclare l'Église du Congo comme étant une branche du siège établie sur l'île portugaise de Sao Tomé, ce qui redonne quelque part une forme de prestige
aux Portugais, puisque ce sont les Portugais qui veulent avoir, entre guillemets, cette légitimité. Cela leur redonne donc une certaine influence politique. Alors, si Alfonso Ier montre un intérêt pour ce que pouvait lui apporter le Portugal, il ne va pas nécessairement aller dans le sens de l'histoire, puisqu'il considère, et ça nous en avons les preuves historiques, que l'alphabétisation a été une valeur ajoutée, mais il résiste fermement aux tentatives portugaises de s'installer profondément dans son territoire. Il ne veut pas faire du royaume Congo une annexe du Portugal. Il se réserve donc le droit d'accès à son royaume, et vers 1515, on revient un peu en arrière, il s'oppose aux liens commerciaux que le Portugal va nouer avec le royaume voisin du Congo, qui est le royaume du Ndongo. Alors, vous connaissez certainement le Ndongo, vous savez, vous avez Nzinga, etc. Donc, il refuse nécessairement de céder le contrôle de la traite des esclaves, parce que c'est un commerce qui a déjà débuté, et au début des années 15-10, ce sont plusieurs milliers d'esclaves qui sont vendus chaque année, il faut le reconnaître, notamment pour travailler dans les plantations de sucre à Sao Tomé. Donc, la traite atlantique a commencé, nous sommes, entre guillemets, dans une relation quelque peu particulière, commerciale, religieuse, et au début du XVIIe siècle, les Portugais se montrent de plus en plus agressifs. Tous les Européens viennent acheter des captifs noirs. Le royaume du Congo intensifie alors ses efforts en matière de diplomatie européenne. Maintenant, de mon point de vue personnel, croire que le Vatican allait les aider parce que le Vatican avait fait d'eux une branche du Saint-Siège était quelque peu utopique. Mais pendant une dizaine d'années, le roi du Congo, Alvaro II, envoie des lettres dénonçant l'attitude hostile des gouverneurs portugais d'Angola, parce qu'il ne va pas sans dire que les Portugais sont, au-delà de l'agressivité, des conquérants notoires. Et en 1604, il envoie Antonio Manuel à Rome en tant qu'ambassadeur. Sa mission est plutôt claire. Elle porte à la fois sur les problèmes liés à son voisin portugais, qui est devenu hostile et qui clairement maintenant se comporte à la limite de l'ennemi, et bien sûr avec l'Angola, qui maintenant est une annexe aussi des Portugais, et sur les difficultés qu'il rencontre avec un évêque nommé par les Portugais qui espérait utiliser le pouvoir religieux pour étendre l'influence portugaise. En vérité, il n'est même pas question ici de croyance ou de religion, c'est vraiment de la politique politicienne. Antonio Manuel part d'abord au Brésil, où il libère notamment un membre de la noblesse du Congo qui avait été réduit en esclavage, vendu et déporté. Et lors de son voyage du Brésil vers l'Europe, eh bien, son bateau est attaqué. Alors, je vous le donne en mille, par des Portugais? Non, par des pirates hollandais. Bon, après, on peut se poser des questions sur pourquoi ces pirates hollandais ont attaqué ce navire. Mais bref, il parvient à s'échapper, mais quand il arrive à Lisbonne, il est ruiné, et malgré tout, il va impressionner ses hôtes européens qui voient en lui un homme éduqué, un homme urbain, instruit et de grande foi. C'est comme ça qu'il est considéré. Il va donc passer 4 années à rechercher le soutien de riches mécènes, aujourd'hui on dirait des sponsors, pour mener à bien sa mission. Il y parvient finalement et arrive à Rome en 1608. Mais sa mort soudaine, peu après, l'empêche de s'engager dans des négociations diplomatiques pour lesquelles il avait été dépêché au départ. Il reçoit donc les derniers sacrements du pape Paul IV et est enterré en grande pompe avec le respect qui lui est dû, et un buste d'ailleurs aujourd'hui de Manuel est conservé à la basilique de Santa Maria Maggiore à Rome. Vous pouvez trouver ce buste, je l'ai moi-même vu quand j'y suis allé, et effectivement il y a une reconnaissance, malgré que ce soit un Africain, de son statut. Les années suivantes, les gouverneurs portugais d'Angola vont mener des attaques et piller le royaume de Ndongo, voisin du royaume du Congo. En 1622, eh bien, vous voyez, face à tout ce qui se passe, le gouverneur portugais décide d'attaquer le Congo. Et là, c'est très clair que l'élite du Congo et son nouveau roi, Pedro II, parviennent à vaincre les Portugais. Nous sommes en 1623.
et la diplomatie Congo passe alors à la vitesse supérieure. Il est très clair que si l'inaction reste la norme, Pedro II ne veut pas en rester là et il va envoyer des lettres au pape et au roi d'Espagne déclarant que le gouverneur portugais n'a aucun droit d'envahir son royaume, sa terre, son territoire, son domaine, parce que c'est d'abord une terre chrétienne. Ainsi, il exige le retour des prisonniers du royaume Congo qui ont été faits, et le pape va lui donner raison. Et ce sont plus de 1000 prisonniers qui vont retourner ainsi du Brésil au Congo. Les Portugais les avaient déjà déportés au Brésil. Donc, le Congo noue également une alliance avec les Pays-Bas, parce que je rappelle qu'à l'époque, dans la région, vous avez la rivalité entre les Pays-Bas, les Portugais, les Espagnols. Et il noue cette alliance avec les Pays-Bas à travers la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales. Parce que, je l'ai déjà dit, dans d'autres vidéos, ce sont des compagnies qui vont affréter des navires négriers pour pouvoir déporter des captifs. Cette compagnie, donc, accepte d'attaquer l'Angola, parce que c'est la demande du royaume Congo, dans le cadre d'une offensive commune. Nous sommes en 1624. Mais le décès prématuré de Pedro II cette année-là et la conciliation portugaise amène le fils et successeur de Pedro II, Garcia Ier, à renoncer à attaquer l'Angola. Quelque part, c'est une occasion ratée pour le royaume Congo de pouvoir couper ce cordon ombilical avec les Portugais. Néanmoins, les relations entre les Pays-Bas et le Congo sont maintenues. Lorsque les armées portugaises continuent à faire pression sur le Congo, le roi Garcia Ier renouvelle l'alliance que son père avait passée avec la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales. Cette fois, cela va se passer différemment. L'invasion conjointe va bien avoir lieu. Une flotte néerlandaise s'empare de Luanda en 1641 et les armées du royaume Congo coopèrent avec les forces hollandaises. Donc, cette alliance qui pourrait paraître contre nature n'a qu'un but en vérité, c'est de chasser les Portugais de leur position proche de la ville, les forçant ainsi à se replier jusqu'à leur fort de Massangano, à plus de 100 km de Luanda. Quand on comprend en vérité tous les enjeux qui en découlent, on sait qu'à partir de ce moment-là, les chefs Congo perdent leur souveraineté en Afrique centrale, puisque les Hollandais restent des Européens qui ont d'abord des intérêts commerciaux. Ainsi, durant la traite atlantique, je rappelle d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas dit avant, mais je fais ce rappel, à la députée au XVIe siècle. Elle prend fin officiellement en 1866, et dans les années 1870, là je fais un saut dans le temps, les communautés africaines de la côte atlantique et des rives du fleuve Chiloango, excusez-moi si je le prononce mal, et du fleuve Congo, répondent alors en masse aux demandes des matières premières des pays occidentaux qui sont en voie d'industrialisation. Le sucre n'est plus la priorité, on se tourne maintenant vers d'autres productions. L'huile de palme, l'ivoire, le caoutchouc, l'arachide, pardon, ou encore le café qui est de plus en plus répandu. Ainsi, les chefs Congo et leurs factions politiques alliées occupent des positions que l'on pourrait qualifier de stratégiques le long de rivières où justement, ce sont des rivières qui sont navigables, où justement il y a la possibilité d'acheminer toutes ces ressources. Parce que les grandes routes commerciales terrestres conjuguées à ces rivières navigables sont des atouts économiques indéniables. Afin de protéger leur commerce, ils contrôlent minutieusement le mouvement des marchands européens qui viennent s'alimenter à l'intérieur des terres. Ainsi, dans les années 1850, la compagnie Hatton, je le précise, H-A-2-T-O-N, et Cookson de Liverpool a un accord, on a encore cet écrit-là qui est consultable dans les archives, qui leur permet de remonter la rivière Chiloango, mais pas au-delà du village de Tiro, à 8 km de la côte. Il y a des barrages, des gardes, avec des flèches, des armes, et puis surtout, nous sommes, entre guillemets, quelque part dans l'ancêtre de la douane. Donc ces gardes ont une mission, c'est d'assurer le respect de la mesure qui a été engagée. Et au début des années 1870, des Allemands
note la présence de plusieurs postes de péage dans le Mayombe. Et là, vous vous doutez bien que des Africains qui sont autonomes dans la gestion de leurs ressources, c'est pas quelque chose que les Européens vont tolérer pendant longtemps. Les caravanes commerciales y sont inspectées et taxées de façon systématique. Ainsi, jusque dans les années 1880, les commerçants européens n'ont pas d'autre choix que d'acheter leurs marchandises principalement le long des côtes et à l'embouchure du fleuve Congo. C'est une manne financière qui permet d'asseoir quelque part une puissance économique, mais cela a aussi le revers que je vais vous dire, qui est un revers de la médaille quelque part. Ces conditions sont déterminées par les Africains. Mais comme je vous l'ai dit, l'histoire nous le dit et l'histoire nous le démontre. Là, nous sommes dans une nouvelle ère, nous sommes dans les années 1880. Les chefs Congo sont de plus en plus dupés par des traités qu'ils signent. Et dans ces traités, ils vont céder leur souveraineté aux États européens en échange d'un faible tribut. Et naturellement, vous connaissez certainement la suite, après la conférence de Berlin de 1885, les terres intérieures de l'Afrique sont conquises et occupées manu militari par les puissances européennes, ce qui s'accompagne de violences extrêmes, et quand je dis violence, je pèse mes mots, et de résistance farouche de la part de la majorité des Africains. L'objectif des puissances européennes est très clair. Il ne s'agit même pas de cette conférence où ils ont découpé l'Afrique comme un gâteau et tracé des frontières imaginaires, sans prendre en considération les ethnies. Il s'agit d'un contrôle direct sur les ressources naturelles, la main-d'œuvre et la production. On ne déporte plus d'esclaves pour les amener aux Antilles, aux Amériques. On le fait sur place. Dans l'État indépendant du Congo, de Léopold II, le Belge, les terres sont vacantes pour lui. Et donc elles sont cédées à des sociétés coloniales. On va faire le parallèle, vous savez très bien ce qu'a fait Léopold II au Congo, et là il va exploiter le caoutchouc majoritairement, et aussi l'ivoire, et ces sociétés vont imposer à la population un travail forcé, dans des conditions qui sont totalement inhumaines. Léopold II, avant Adolphe le Moustachu, a été l'un des génocidaires de l'Afrique. On l'oublie trop souvent dans les mentions qui sont faites. Parce qu'on parle, bien entendu, de l'esclavage, on parle des Herero et des Nama, mais au début du XXe siècle, la consolidation du régime colonial entraîne l'appauvrissement global de l'Afrique et surtout des chefs et des commerçants Congo dans toute la région du Bas-Congo. Ainsi, après, une page va être tournée, historiquement parlant, parce que quand on raconte cette histoire, on sait que ces quelques éléments de la longue histoire du royaume Congo permettent de déconstruire aussi certains clichés que beaucoup d'historiens européens amènent comme des stéréotypes sur l'histoire du continent africain et surtout sur celle de la colonisation. Vous entendez souvent, les Noirs ont vendu des Noirs, le royaume Congo était un royaume chrétien, donc c'était des vendus, etc. Mais je vous le redis, avant la colonisation belge, les Africains ne vivaient pas comme des tribus, c'était pas des sauvages. Ce n'est pas la chrétienté qui leur a amené la modernité en vérité. Indépendamment des uns et des autres, il existait en Afrique de puissants royaumes et de puissantes structures politiques et économiques. Le savoir se trouvait à l'université de Tombouctou, par exemple. Et lorsque Léopold II envoie des militaires au Congo, c'est pour les ressources, mais c'est aussi pour casser cette hégémonie africaine. Il ne veut pas que les États africains puissent se réunir et qu'ils puissent être une puissance continentale.